Europe Matin, Patrick Cohen. Le journal nous est présenté par Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. À la une, Édouard Philippe, invité d'Europe 1. Le Premier ministre répondra à nos questions dans un quart d'heure alors que les fonctionnaires sont appelés à faire grève et à manifester demain. Les autres titres. La colère des maisons de retraite. Pas question de baisser leurs tarifs pour aider leurs pensionnaires face à la hausse de la CSG. C'est une idée du président de l'Assemblée nationale, François de Rugy. Dossier dans ce journal. Des centaines de milliers de personnes hier dans les rues de Barcelone. Mais pour l'unité de l'Espagne cette fois, face à des indépendantistes dont nous essaierons de dresser le portrait robot. Pas facile, ce sera l'enquête du 8h. Et puis du football et une équipe de France pas vraiment sereine à la veille de son match face à la Biélorussie. C'est du jamais vu depuis 10 ans. Demain, tous les syndicats de la fonction publique appellent donc à manifester, grève et défiler un peu partout en France pour plus de 5 millions de fonctionnaires. Christian Grelier, secrétaire général des fonctionnaires FO. Après 2 quinquennats où on a subi en permanence le dogme de la réduction de la dépense publique, on nous a dit tout sera différent avec Emmanuel Macron. Et bien, tout est identique. Ce n'est ni plus ni moins que le mélange des 2 politiques précédentes. C'est à la fois le gel des salaires, c'est à la fois la réinstauration du jour de carence en cas d'arrêt maladie, c'est à la fois les suppressions de postes, les restructurations de services. Donc ça continue. Les fonctionnaires n'en peuvent plus d'être la variable d'ajustement des politiques budgétaires. Propos recueillis par Olivier Samin. Grève dans les écoles, également pour les praticiens hospitaliers. Le trafic devrait être perturbé aussi dans les aéroports. Rien à signaler en revanche pour l'instant du côté de la SNCF. Le public s'organise donc et le privé tente de se mettre d'accord. Les syndicats se retrouvent ce soir au siège de la CGT. Invitation du secrétaire général Philippe Martinez après l'entrée en vigueur des ordonnances. Et donc le Premier ministre Édouard Philippe, invité d'Europe 1 juste après ce journal et au lendemain d'un séminaire du gouvernement hier à Matignon. Et parmi les autres sujets qui fâchent, il y a la hausse de la CSG avec un angle mort dans le budget. On ne l'a pas vu tout de suite, mais Europe 1 vous l'a révélé. Il concerne les pensionnaires des maisons de retraite qui, par définition, ne vont pas bénéficier de la disparition de la taxe d'habitation. Pas de contrepartie donc. D'où cette idée, lancée par le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, invité du grand rendez-vous hier sur Europe 1, demander aux maisons de retraite de baisser leurs tarifs pour les pensionnaires. Peut-être qu'ils bénéficient eux aussi de la baisse de la taxe d'habitation. Comment vous allez faire pour les maisons de retraite la payent. On peut demander à ce que ce soit le cas. D'accord, on peut le rendre obligatoire. Là, il s'agit de traiter tout le monde de la même façon et qu'il n'y ait pas des personnes qui échappent à ce bénéfice nouveau. Voilà, François de Rugy au grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Réponse immédiate ce matin et agacée des maisons de retraite. Le président de l'association des directeurs de services des personnes âgées, Pascal Chanvert. Tout ça n'est pas sérieux. Bien entendu que ce n'est pas aux maisons de retraite de payer cela. Les maisons de retraite ne vont pas voir leur taxe d'habitation pour celles qui les payent diminuer. Si elles baissent les tarifs des résidents, elles vont avoir encore moins de moyens pour salarier des professionnels. Pour les accompagner, ce serait punir une deuxième fois les personnes âgées qui seraient doublement impactées. Pascal Chanvert, joint par Martin Fenot. Europe 1, il est 8h03. L'actualité à l'étranger, toujours la Catalogne. Le président séparatiste Puigdemont pourrait proclamer demain et de façon unilatérale l'indépendance. C'est ce qu'il laisse entendre dans un entretien hier soir avec la télévision publique catalane. Mais Puigdemont soutenu par qui exactement? C'est l'enquête du 8h. Bonjour Henri de la Guéry. Bonjour. Vous êtes notre correspondant à Barcelone. Depuis des semaines, on dit les indépendantistes. Mais quand on regarde avec vous dans le détail, on s'aperçoit que le spectre est plutôt large. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de portrait robot. D'abord, c'est intergénérationnel. Les jeunes sont séduits par la sécession. Ils ont fait leur scolarité en catalan, ont grandi dans une Europe sans frontières et n'ont pas de sentiment d'appartenance à l'Espagne. Le troisième âge, lui, qui a connu la dictature, voit dans l'indépendance le prolongement de la lutte antifranquiste. Ensuite, ils sont issus aussi bien des classes moyennes que des classes aisées. Ce sont souvent des gens diplômés qui parlent des langues étrangères et voyagent. L'indépendantisme est par contre très minoritaire dans les classes populaires de la banlieue de Barcelone. Et puis, géographiquement, le oui au référendum a enregistré ses meilleurs résultats dans les campagnes et dans le nord de la Catalogne, tout près de la France. Donc on comprend bien un électorat hétéroclite. Henri, on a l'impression que c'est aussi le cas finalement pour la coalition qui gouverne le Parlement de Catalogne. Oui, en effet, depuis 2015, c'est, disons, l'alliance de la carpe et du lapin, des conservateurs et des chrétiens démocrates. Elles se sont associées avec des gens de gauche, mais pour avoir la majorité absolue, cette coalition a besoin du soutien encombrant d'un groupuscule d'extrême gauche, la CUP, une formation anticapitaliste qui prône la sortie de l'Europe et réclame l'indépendance des pays catalans, un territoire qui, selon eux, va de Perpignan à Valence, en passant par les îles Baléares et même un petit bout de la Sardaigne. Pour le politologue Gabriel Colomé, si l'exécutif catalan
violence, s'est radicalisé. C'est à cause de la coupe. C'est un cocktail explosif parce que c'est ce parti antisystème qui a marqué la feuille de route de l'indépendantisme. Tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est sur la menace de la coupe, que s'ils ne faisaient pas ce qu'ils veulent, ils pouvaient laisser tomber le gouvernement et avoir des élections anticipées. Et finalement, Henri, c'est quoi le projet de société des indépendantistes ? On n'en sait rien, Jean-Philippe. Le seul dénominateur commun de tous ces gens-là, c'est l'indépendance. Pourquoi faire ? On l'ignore. On ne parle jamais du projet politique, car selon les séparatistes, c'est une fois que la Catalogne sera un État qu'on pourra réfléchir à ce modèle de société. Enquête du 8h signée ce matin, Henri de la Guéry. Va-t-on assister à la chute de l'État islamique dans son dernier bastion de Raqqa en Syrie ? C'est la dernière semaine de combat, promettent les forces kurdes qui encerclent la ville avec l'appui de la coalition occidentale. Avec nous en studio Didier François. Didier, cela fait des mois qu'on évoque cette bataille et qu'on annonce chaque fois une chute imminente. Qu'est-ce qui fait que cette fois, on y est presque ? C'est parce qu'il ne reste plus que 2 quartiers de Raqqa qui sont sous contrôle de l'État islamique, celui du stade et celui de l'hôpital. Alors le problème, c'est que ce sont les positions que les djihadistes avaient le mieux préparées. Les voies d'accès sont systématiquement minées, les immeubles sont pratiquement tous piégés, reliés par des tunnels avec des positions de combat et de snipers un peu partout. Parce que justement, au départ, ils croyaient que c'était sur cet axe-là qu'ils allaient être attaqués. Alors justement, la coalition n'était pas tombée dans le panneau, elle avait même poussé les Kurdes à les déborder cet été avec l'idée de les encercler et puis ensuite de les assiéger, puis d'attendre un petit peu. Le problème, c'est que désormais, il y a une véritable course de vitesse qui est engagée pour contrôler l'ensemble du nord de la Syrie, avec les Kurdes qui veulent s'emparer de la partie ouest, de la région d'Idlib. On voit bien qu'ils ont annoncé un début d'opération ce week-end. À l'est, c'est le régime de Damas qui veut capturer la frontière irakienne et ses champs de pétrole. Donc au centre, les Kurdes ont décidé de pousser plus fort pour prendre Raqqa le plus vite possible, ce qui est possible, mais avec beaucoup plus de pertes. Didier François, et coup de chapeau ce matin et beaucoup de respect à Gwendoline Debono, grand reporter à Europe 1, qui a remporté ce week-end le prestigieux prix Bayeux des correspondants de guerre, catégorie radio, pour son reportage sur l'entrée des forces irakiennes dans Mossoul. C'était au mois de novembre sur Europe 1. Alors que le major Salam et ses hommes regardent un plan dans la cour d'une maison, une voiture piégée explose devant le portail. Il y a la gerbe de flammes, il y a le blast, il y a la poussière. Au niveau du portail, 3 soldats gisent au sol. Le major Salam lui donne ses ordres et ne laisse rien paraître. Vous devez assumer votre rôle qui est de mener ces hommes. Vous devez leur faire sentir qu'ils ont encore le pouvoir d'empêcher une autre attaque. Ici, analyse le major, il faut mesurer chaque pas. Peu importe que Mossoul tombe en 2 jours ou 2 ans, dit-il. L'important, c'est que le sang de mes hommes coule le moins possible. Gwendoline Debono qui vient donc de remporter le prix Bayeux des correspondants de guerre. Il y a 20 ans, la naissance des 35 heures. Et depuis, rien ou presque n'a changé. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Échos. Il y a toujours les pros et les antis. En 20 ans, et 20 ans après, le sujet n'en finit pas de faire polémique entre ceux qui voient la plus grande erreur économique depuis la guerre et ceux qui célèbrent au contraire une avancée majeure. 20 ans après, il y a toujours beaucoup plus de chômage chez nous qu'en Allemagne, par exemple. L'emploi a progressé là-bas 2 à 3 fois plus vite que chez nous. Est-ce seulement dû aux 35 heures? Sûrement pas. Ont-elles joué un rôle? Certainement, même si c'est difficile à quantifier. Mais 20 ans après, est-ce qu'elles méritent toujours autant de critiques, ces 35 heures? Vous savez, l'histoire depuis 20 ans, c'est celle d'un long détricotage pour introduire plus de souplesse dans un régime qui n'était pas tenable, un régime hyper autoritaire, puisque la loi avait pris le pas sur le dialogue social pour imposer les 35 heures par la contrainte. Mais il y a autre chose, le digital a complètement changé le rapport au travail, les outils numériques ont fait exploser la notion de temps de travail réglementé. Bref, pour beaucoup de métiers, cette notion même de temps de travail n'a plus le sens qu'elle avait il y a 20 ans et la polémique sur les 35 heures va peut-être finir par s'éteindre toute seule. L'éclairage de Nicolas Barret, directeur du journal Les Échos. Du football, on dira que le plus simple, c'est de gagner. Dernier match demain soir pour l'équipe de France sur la route du prochain mondial. Ce sera face à la Biélorussie. Et on ne fanfaronne pas après le 1-0 âpre et étriqué contre la Bulgarie samedi soir. Et puis, qualification historique pour l'Égypte. Elle va retrouver la Coupe du Monde après 28 ans d'absence. Les Égyptiens ont battu le Congo 2-1 hier soir. But de la victoire sur pénalty et à la 95e minute. Merci, c'était le journal de Jean-Philippe Ballas. Europe.